nous allons donc reprendre nos travaux. Avant tout, donc, je voulais également remercier les organisateurs de m'avoir proposé d'organiser cette table ronde sur un sujet, vous l'aurez compris, qui a quand même déjà bien traversé les précédentes sessions. J'entends donc la question de l'usage des données, et en particulier donc des données génétiques, dont on a bien compris que d'une manière ou d'une autre, même si on s'évertue à les traiter comme des données de santé classiques, on a quand même un peu de mal à ne pas leur adosser un régime juridique particulier. Même si le RGPD ne le fait pas, les législations nationales ne s'en privent pas. Donc, sans plus attendre, je vais donc commencer la présentation de nos intervenants et intervenantes à cette session intitulée « Le cycle des données et leur réutilisation ». La réutilisation étant bien évidemment là où les questions les plus majeures se posent, tant sur le plan éthique que juridique, bien évidemment. Et donc, je voudrais commencer par excuser l'absence de Michaela Mayhofer, qui, en raison de problèmes personnels, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, et donc remercier très très chaleureusement les deux personnes qui se sont proposées de la remplacer, ou auxquelles on a proposé, mais elles ont gentiment accepté. Voilà, elles ne se sont pas proposées, c'est vrai, c'était un raccourci. Non, mais elles ont été vraiment adorables et très efficaces, puisqu'elles ont accepté de participer, je pense, il y a moins d'1 heure et demie. Donc, merci beaucoup à elles. Donc, elles sont toutes les deux membres donc, du plan France Médecine Génomique, et donc je vais les inviter à me rejoindre à côté de ce bureau. Donc, tout d'abord, Inès Amado, donc, qui est immunologiste de formation et qui est actuellement en charge des relations internationales du plan France Médecine Génomique. Et puis, Cécile Mélier, j'espère que je dis bien, le nom que vous avez déjà vu hier et qui nous fait le grand honneur d'avoir accepté donc, de reparticiper aujourd'hui, donc, que je représente, donc, qui est donc, juriste en droit de la santé, de la recherche et de la bioéthique, et qui travaille notamment dans le cadre de la mise en conformité du CAD. Voilà, et donc, mesdames, encore tous mes remerciements. Et vous avez donc 15 minutes. Ah, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse d'avance parce que, comme vous avez compris, on a été volontaire, à peu près, entre guillemets, il n'y a pas longtemps, pour vous faire une petite présentation générale de l'initiative européenne 1 million de génomes à la place de Michaela. Et je m'excuse d'avance parce que les slides qu'on a pu mettre ensemble pour essayer de vous donner un support pour pas que vous endormez après manger sont la plupart en anglais, mais on va essayer de parler français, quoi. Voilà. Donc l'initiative 1 million de génomes tenait pour but, de la part de la Commission européenne, de donner accès à 1 million de génomes européens. À l'époque, c'était en 2018, jusqu'en 2022. Okay, de toute la population européenne, et c'était une façon de mettre en avant ou de mettre l'Europe dans une place de compétition par rapport aux projets aux États-Unis et surtout en Asie en ce qui concerne le séquençage du génome humain. Donc, nous sommes en 2023, nous n'avons toujours pas 1 million de génomes accessibles, donc l'initiative va continuer. Les pays européens que vous voyez représentés sur la carte ci-dessus ont rejoint l'initiative au fur et à mesure, dont la France, qui, même si on est observateur depuis 2018, et je le sais très bien parce que c'est moi qui représente la France pour le plan France Médecine Génomique avec un représentant du ministère de la Recherche. La France a adhéré à l'initiative officiellement que l'année dernière, simplement parce qu'avant, on était concentré sur l'effort au niveau national pour l'implémentation du plan France Médecine Génomique. Donc, quand cette initiative est apparue de la part de la Commission européenne, nous étions en plein dedans sur le montage des plateformes de séquençage, du cas de collecteur-analyseur de données que Cécile et Frédéric ont déjà présenté, et donc tu pourras donner plus de détails après. Et donc nous avons pris la décision d'être observateurs et officialiser autant qu'État
États membres notre rentrée dans cette initiative que l'année dernière. Mais on était dans toutes les prises de décision en tant que pays observateur. L'idée de 1 million de génomes, c'était, et ça va continuer à l'être, d'avoir accès à 500 000 génomes de patients atteints de cancer et maladies rares, plus 500 000 génomes de population générale. Donc, c'est un projet qui s'appelle Génome de l'Europe, où on va intégrer, là, notre représentante, c'est Emmanuelle Génin, qui vous a présenté tout à l'heure, je ne la vois plus. Voilà. Ah ben voilà. Qui va intégrer tous les séquençages de population au niveau général pour créer un génome de référence au niveau européen. C'est ça le départ. Donc l'idée d'1 million de génomes, c'est de mettre tous les pays européens ensemble pour créer un cadre de confiance dans ce qui concerne tout type de recommandations qui touchent au sujet éthique que Cécile va vous présenter après, avec un peu plus de détails, à tout ce qui est standard, que ça soit génomique et de ce qui concerne la qualité des génomes qui sont séquencés, le lien entre la recherche et le soin, et la création d'une infrastructure, qui Frédéric a aussi un peu parlé hier, qui s'appelle European Genomic Data Infrastructure, qui va lier les différents clouds de données de génomique européens afin de recherche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, après, c'est pas grave. Donc voilà. L'idée, c'était au début, ça consistait à des réunions à Bruxelles, à la Commission européenne depuis 2018 pour beaucoup de discussions et d'avis sur différents experts de comment implémenter cela au niveau européen, en sachant qu'il ne faut pas oublier que l'idée de la Commission européenne, c'était en gros on va dire, mettre la pression sur tous les pays européens pour s'organiser au niveau national et lancer une initiative qui permettait de séquencer la population. Donc, pas tous les pays sont au même niveau. La France était attendue parce qu'on était déjà en train de développer. Les premiers, c'était les Anglais avec Genomics England, après la France. Puis, il y a eu plusieurs pays qui nous ont rattrapés. Il y en a d'autres qui sont un peu plus en retard, mais pour des questions de financement, etc., mais qui vont, au fur et à mesure, nous rejoindre surtout en ce qui concerne le Genomic Data Infrastructure. Donc, la première fois où la Commission européenne a réussi à flécher des financements pour soutenir cette initiative, c'était en 2020, on va dire, avec la CSA, c'est une Coordination Support Action, donc c'est un financement juste pour la logistique, qui s'appelle Beyond 1 Million Genome, que sûrement vous avez déjà vu, que c'est ce qui donne le support administratif à l'initiative 1 million de génomes qui va se finir à milieu de l'année et la suite va être prise par le projet Genomic Data Infrastructure jusqu'en 2027. Et juste pour vous donner une idée de où est-ce que la Commission européenne situe cette initiative 1 million de génomes. En gros, je sais que vous savez tous qu'il y a plusieurs initiatives financées, ou plusieurs projets financés par la Commission européenne dans le cadre de séquençage du génome. L'idée d'1 million de génomes, c'est de centraliser des données de séquençage à fin de recherche, et peut-être plus tard pour le soin, mais ça, c'est loin. Et c'est d'aligner ce projet-là avec tous les autres. Donc, vous avez déjà entendu parler, TEDAS, Ken Hill, le Genomic Data Infrastructure et tous les autres projets, en essayant de créer un cadre où tout le monde soit d'accord sur la façon du début de prélèvement d'échantillons jusqu'au séquençage et à la façon d'analyser les séquences et donner le diagnostic. Donc, comment cela s'intègre comment le plan France Médecine Génomique s'intègre là-dedans? En fait, je vous ai mis là les différents groupes de travail qui ont été mis en place par la Commission européenne pour l'initiative 1 million de génomes, qui correspondait à ce qui a été mis en place au départ dans la construction du plan France Médecine Génomique. Donc, il y a la partie gouvernance et création d'un groupe miroir national, éthique, des standards des données, du séquençage, l'infrastructure technique, la partie médico-économique, l'interaction avec les industriels et puis les cas d'usage, maladies rares, cancer, maladies communes, infectieuses et à la fin, génome de l'Europe, à la fin, juste parce que c'est le 12e, hein, c'est le dernier, le génome de l'Europe. Et en gros, par le biais du plan France Médecine Génomique et quand ça rentre plutôt dans un cadre clinique, on sollicite des experts français
dont la représentation est validée par les ministères de la Recherche, qui vont interagir dans les différents groupes de travail et qui nous font un retour sur ce qui se passe. Okay. Le groupe Miroir national a été monté dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Je pilote un groupe de travail dédié aux relations internationales du plan, avec lequel on a déjà pris des décisions et signé des collaborations avec d'autres pays. Et le groupe Miroir national français, qui va prendre des décisions directement qui sont demandées par l'initiative 1 million de génomes, à le groupe international du plan France Médecine Génomique, où il y a un expert de chaque partie du plan, c'est-à-dire des bioinformaticiens du CAD, du collecteur analyse de données, des techniciens, des cliniciens, des chercheurs des plateformes de séquençage, de la partie éthique, etc., etc. Et à cela se rajoutent des experts, si ce n'est pas le même, qui vont assister aux différents groupes de travail d'1 million de génomes, plus les ministères, que ce soit de la recherche, que ce soit de la santé, parce qu'ils sont quand même nos tutelles. Voilà. Et là, je passe la parole à Cécile, qui va vous présenter plutôt la partie éthique et les enjeux là-dedans. Bonjour à tous. J'ai été intégrée au groupe ELSI en novembre de l'année dernière. Donc, je vois le côté opérationnel au niveau de l'infrastructure nationale, mais comme Emmanuel m'a présenté, j'ai un master en bioéthique et du coup, je travaille sur les discussions éthiques dans ce groupe-là, comme Anne Cambon d'ailleurs, qui est dans le groupe depuis pratiquement le début par rapport à moi. Donc, par rapport à l'historique, si vous avez des questions, je pense que je ne serai pas à même d'y répondre. Donc, au niveau des liens qui sont prévus entre le groupe ELSI, 1 million Genome et JDI, le groupe ELSI dans lequel on est, donc, il dépend de Beyond 1 million Genome, mais il sert de base pour le travail du cadre pour JDI. Donc en fait, pour l'instant, ce n'est pas forcément prévu de mettre en place un groupe ELSI au niveau JDI. Si on arrive à se déployer, ce qui prévoit, c'est de mettre peut-être, pour l'instant, certains représentants du groupe ELSI dans les groupes de travail de use case, par exemple, pour essayer d'être le plus précis possible. Donc voilà. Le groupe ELSI essaye de s'intégrer dans plusieurs groupes de travail. Assez récemment, on a travaillé avec le groupe de travail 8, qui était affiché sur la diapo de Inès, sur les maladies rares. Donc, en France, on a servi d'exemple du coup pour présenter notre plan et la façon dont on avait prévu de l'implémenter. Et ce qui est prévu comme délivrable, donc comme vous voyez, on prévoit dans le groupe ELSI à la fois des juristes, mais il y a également des scientifiques et aussi des médecins qui sont vraiment dans le pur opérationnel et qui sont vraiment conscients des enjeux éthiques sur le terrain. Et donc, ce qui est prévu, c'est que tous les membres soient représentés donc, au sein de ce groupe. Et c'est à ce titre qu'il y a une comparaison de ce qui a été fait au sein de tous les pays. Donc, j'ai conscience que vous ne pouvez pas le voir en détail là, mais du coup, vous voyez que ça a été un travail assez compliqué. Et on se repose beaucoup sur la comparaison des différents régimes. Et c'est vraiment important parce que, par exemple, au niveau de la base légale de ce qui est utilisé pour la réutilisation ou la conservation des données, il y a des pays dans lesquels il faut absolument que ce soit un ordre de la loi, d'autres où ça doit être le consentement. Et nous, par exemple, ça va être la mission d'intérêt public, sauf que, par exemple, certains pays, leur définition de ce qu'est la mission d'intérêt public, c'est pas la même que la nôtre, et c'est pas la même que celle de la vision de l'Union européenne. Du coup, on peut pas appliquer leur cadre de mission d'intérêt public, donc il faut qu'on prévoie autre chose. Le but, c'est de trouver un cadre qui va être le plus facilement implémentable dans tous les pays, sans avoir recours à la législation, puisqu'on sait que ça met beaucoup de temps. Donc, j'ai fait un petit résumé du type de sujet qu'on aborde pendant ces réunions. Donc, vous voyez qu'on suit un peu aussi l'actualité avec les découvertes incidentes. Pour l'instant, on a remis à plus tard la décision définitive, mais on le prend en compte. Au niveau du consentement, on en a parlé, et il est aussi très différent au sein de chaque pays. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus impliqués dans l'utilisation du consentement comme base pour tout, et qui du coup font des consentements dynamiques, mais qui recoupent
toutes les données qui ont été utilisées, même dans différentes bases de santé. Par exemple, l'Estonie, ils ont un site sur lequel il y a absolument tous les endroits où leurs données de santé sont utilisées. Et donc, ils ont un identifiant individuel sur lequel ils peuvent aller vérifier. Donc, on essaye de comparer et de voir ce qui est le plus applicable sans trop de complications. Ici, il y a aussi beaucoup de discussions sur les articles du RGPD. Donc, vous n'êtes pas tout juriste, je sais que ça ne vous intéressera pas, mais ce qui est applicable, quel article on peut utiliser, parce que en fait, ça va changer fondamentalement la façon dont on va pouvoir présenter la réutilisation au niveau national. Surtout, il y a aussi ce qui est envisagé, c'est la communication donc, avec les autres projets de recherche qui sont prévus, et notamment les liens. Donc, on prévoit aussi les liens avec le European Health Data Space, puisque eux aussi un groupe éthique. Donc, il y a eu déjà plusieurs rencontres entre le groupe ELSI de 1 Million Genome et le groupe éthique de Health Data Space, parce qu'il faut qu'on essaye d'être le plus proche possible sur ce qu'on demande pour les équipes de recherche. Et à la fin, il y a également le petit Data Protection Assessment, que nous on appelle gentiment APD en français. Et en fait, tous les pays ne l'imposent pas forcément à la réutilisation des données au sein de l'Union européenne. Et donc en fait, l'objectif, c'est de créer cette analyse qui pourra être utilisée dans tous les pays et qui regroupe les critères qui sont nécessaires en fait pour certains. Ça ne va pas être les mêmes pour tous. Et donc, c'est très compliqué de prendre en considération toutes les obligations légales pour chacun, sachant qu'il y en a certains, par exemple, tout doit absolument passer par la loi, parce que en fait, leur financement est totalement étatique, avec une dépendance totale de l'État, qui est en fait le seul membre de leur équivalent du plan France Médecine Génomique. Et donc, tout doit passer par ce biais-là. Donc, en plus compliqué, ça donne ça. Et ça, c'est les objectifs qu'on prévoit à terme d'aborder. Notamment, comme vous pouvez le voir, les transferts internationaux qui sont pour l'instant totalement écartés, puisqu'on part du principe que si le RGPD n'est pas appliqué, on ne peut pas faire de transfert, ou ne serait-ce qu'un accès aux données. Donc pour l'instant, la question s'était posée de savoir si on intégrait un chercheur d'une équipe européenne pour qu'une équipe internationale puisse intégrer. Mais pour l'instant, on a refusé le mélange des données RGPD et non RGPD. Au niveau aussi également des relations contractuelles, la question s'est posée parce que comme dans le cadre français, la plupart, pour la réutilisation, il y a besoin d'une contractualisation. Et la question s'est posée de est-ce qu'on contractualise au niveau européen? Est-ce qu'on contractualise au niveau national? Mais si on contractualise au niveau national, ça signifie qu'on doit contractualiser avec tous les pays qui vont fournir des données pour ce projet de recherche. Ce qui semble assez compliqué, étant donné qu'il prévoit des délais plutôt courts pour l'accès aux données. Et ce qui est prévu pour l'instant, c'est justement que chaque pays ait l'option de opt-out d'un projet. Mais pour l'instant, les délais sont difficilement... on arrive difficilement à venir à une conclusion. Ils voudraient mettre en place 6 semaines pour l'instant pour savoir si on accepte ou non les données, avec un veto pour chaque pays de 15 jours. Ce qui ne sera pas possible chez nous, en tout cas. Du coup, voilà, c'est le genre de discussion qu'on a pour essayer d'avoir un cadre qui s'applique le plus possible, sans trop de difficultés et sans qu'il y en ait qui soient obligés de faire des gros sacrifices au niveau de leur réglementation. Voilà, merci. Alors, je tiens à soulever la qualité de la performance. Pour des personnes qui ont été prévenues à la toute dernière minute, encore 1000 merci, c'était d'une clarté incroyable. On a bien compris que c'était bien complexe et bien difficile quand même. Donc je pense que vous risquez d'avoir quelques questions et donc on sera ravis de vous accueillir pour ces questions à la fin de cette session. Donc j'accueille maintenant... Tout va bien? Oui. Tu m'as fait peur. Donc j'accueille maintenant aussi avec beaucoup de plaisir Margot Bernelin. Donc Margot est juriste
plutôt privatiste, on a le droit de le dire, ce qui n'est pas grave. Voilà. Donc juriste, chargée de recherche au CNRS, elle est à Nantes Université, m'a-t-on dit qu'il fallait dire maintenant comme ça. Donc Nantes Université, elle est au laboratoire droit et changement social. Nous avons travaillé ensemble beaucoup dans le cadre du projet Data Santé. Elle travaille donc de manière régulière et soutenue, notamment avec des informaticiens. C'est vraiment ce qui caractérise ses travaux. Et donc, je la laisse nous parler. Elle va nous parler des dynamiques en fait normatives autour de l'accès et de la réutilisation aux données. Quelles sont ces dynamiques? Comment on peut les expliquer? Comment peut-être on peut un peu les critiquer également? Donc, tu as 15 minutes et merci. Merci beaucoup. Alors, je vais m'asseoir. J'ai pris ma gourde d'eau. Si vous étiez là l'année dernière, j'avais réussi à m'étouffer lors de ma prise de parole. Donc là, j'essaie de tout prévoir pour qu'il n'y ait pas de difficultés et pour tenir les délais. Je tiens à remercier Anne Cambon et Emmanuel Riel-Sebag pour leur invitation. Je suis ravie d'être là et remercier toutes les équipes techniques et Lucie qui ont fait un travail formidable. Comme l'a indiqué Emmanuel, je suis chargée de recherche en droit et je fais partie de projets de recherche qui ont une réelle influence sur mes travaux, ce qui est assez logique. Donc Data Santé, c'est un projet de recherche nantais, Pays de Loire, SHS sur l'usage des big data en santé. Et dans le cadre de ce projet, j'ai vu différents sujets plutôt axés données de santé en général et pas forcément données génétiques, mais j'ai brassé un certain nombre de questions, la propriété sur les données, l'accès aux données des défunts, donc des questions plutôt ancrées en droit de la santé. Je fais partie de 2 clusters aussi de recherche. Et puis le dernier projet que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est le projet HIPOP, protection des données personnelles. Ce projet HIPOP fait partie du PEPR cybersécurité. Il est géré de main de maître par des informaticiens de l'INRIA. Et dans le cadre de ce projet, je vois des dimensions plutôt informatiques. Comment est-ce que techniquement on peut penser la protection des données personnelles? Que sont ces nouvelles PET, les Privacy Enhancing Technologies, et quels sont leurs intérêts dans le cadre de la santé, leurs failles appliquées à ces données si particulières, et encore davantage lorsque l'on parle de données génétiques. Donc voilà quelque chose qui irrigue mes travaux. Le cycle des données, j'ai fait une représentation qui n'est peut-être pas exacte, mais vous me l'excuserez. C'est cette idée qu'on a un examen des caractéristiques génétiques, on a des données, les données sont interprétées, on a des informations, et puis il va y avoir une nouvelle utilisation des données ou des informations. Et toutes ces étapes, comme on l'a très bien vu hier, impliquent un travail sur les données, un travail souvent invisible, de classement, d'annotation, d'agrégation, de déidentification. Alors on peut jouer sur les mots, anonymisation, et puis de l'autre côté, pseudonymisation. Il va y avoir aussi des copies des données, des transferts, par exemple d'un CHU à un autre. Et là, c'est assez important pour nous en tant que juristes, parce que ces transferts ne sont pas anodins. Il y a des risques en termes de cybersécurité. Et puis, il faut savoir comment sont utilisées les données. Donc ça m'intéresse particulièrement, ces notions de transfert. Qui accède aux données? Je vais passer rapidement parce qu'il y a une faute sur ma slide, donc je vais avancer. Les chercheurs, bien entendu, j'avais mis les commissaires aux comptes des établissements de soins, mais c'est parce que voilà, les données pour une seconde utilisation, les données de santé, eh bien c'est plutôt ces 2 groupes-là en priorité. Et les commissaires aux comptes, c'est plus le cas depuis la semaine dernière en réalité. En tout cas, ils peuvent avoir accès à des données pseudonymisées s'ils justifient. Voilà, ils doivent connaître l'activité des établissements pour valider les comptes. Et donc prescrire un examen de génétique, c'est important de le savoir dans l'activité pour penser le budget, pour le valider, etc. Bon, parenthèse refermée. Où sont les données? Dans les établissements de soins où sont traités les patients, lorsqu'il s'agit d'examens prescrits dans le cadre de soins, et puis ils peuvent être au sein de grandes plateformes dédiées aux données génétiques ou aux données de santé de manière générale, mais qui comprendront des données génétiques, à l'échelon local ou national ou européen maintenant, enfin, c'est ce que l'on anticipe. Quel encadrement de l'accès aux données génétiques pour une nouvelle utilisation? Alors vous allez peut-être être déçus, mais comme l'a indiqué Emmanuel, je ne vais pas m'intéresser en finesse au contenu de l'encadrement, mais plutôt maintenant avec le recul que j'ai, ça fait 6 ans maintenant, voire peut-être même un peu plus, que je m'intéresse à l'accès aux données pour de nouvelles utilisations. Et je vais essayer de vous présenter les points saillants des dynamiques qui influent sur cet encadrement. 3 dynamiques. L'accès à ces données, il est un peu entre 2 régimes, celui de la génétique en termes de droit et celui de la donnée de santé.
Deuxième dynamique, la mise à disposition. On va le voir, elle est assez éclatée. Le législateur est largement intervenu pour permettre cet éclatement des lieux de mise à disposition des données, et ça crée des compétitions. Voilà, on en reparlera. Et puis la fiction de l'anonymisation. L'anonymisation, on en a beaucoup, on l'a évoqué déjà hier et ce matin, et j'en dirai quelques mots également. Toutes ces dynamiques sont interconnectées, donc il y aura des basculements. Première dynamique, eh bien finalement, l'accès aux données génétiques pour une nouvelle utilisation, elle est entre deux eaux, celle de la génétique et celle de la santé. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on a bien un examen des caractéristiques génétiques qui fait l'objet d'un encadrement, j'ai mis plus, bon, pour bien indiquer que l'encadrement est très fort et très présent. Il y a des règles particulières. Et puis de l'autre côté, une fois qu'on a ces données, on rentre dans le cadre de la donnée de santé, comme l'avait rappelé Emmanuel. Les données génétiques sont des données de santé et sont encadrées par le RGPD d'une manière générale, comme toutes les autres données de santé. Et moi, je nomme cet encadrement facilité. Pourquoi ? Parce que le législateur français est intervenu de manière générale pour essayer de favoriser la circulation des données en créant de grandes infrastructures, en permettant à cette infrastructure de collecter davantage de données et en donnant les moyens aux chercheurs, même s'il y a des contraintes qui restent, d'accéder à ces données. Et donc les données génétiques sont entre les deux. Un exemple, la méthodologie de référence de la CNIL, la numéro 4, ces méthodologies de référence, si elles sont suivies par les chercheurs qui veulent accéder à des données, eh bien, ça leur permet de ne pas attendre une autorisation de la CNIL, simplement de s'engager sur leurs recherches, de dire qu'elles sont bien en conformité avec le RGPD, de produire une étude d'impact préalable, mais voilà, ça permet de se soustraire à cette autorisation de la CNIL. La MR04 s'applique au traitement des données personnelles mises en œuvre dans le cadre de recherche qui n'impliquent pas la personne humaine. Là, vraiment, on est dans la réutilisation de données, on ne revient pas aux personnes. Et on est entre deux eaux parce que cette MR04 peut s'appliquer aux recherches sur les données génétiques dès lors que l'objectif n'est pas de réidentifier l'individu via ses caractéristiques génétiques. Donc il y a bien ce glissement dès lors qu'on serait dans la réidentification par les caractéristiques génétiques que l'on peut retrouver dans les données génétiques, eh bien, il faut demander à ce moment-là une autorisation de la CNIL et on sort de cette fast track qui permet normalement d'accélérer les choses. Donc le droit aussi, avec le point de bascule qui est cette identification des caractéristiques génétiques. Et je vais passer à la deuxième dynamique, qui est celle de la conservation, la circulation, la mise à disposition des données. J'ai fait ce dessin moi-même, vous m'en excuserez, mais les petits points noirs, c'est pour vous montrer ce qu'il est bon de nommer maintenant l'écosystème des infrastructures de partage des données et où s'inscrit la génétique là-dedans. Eh bien, on peut avoir des cohortes, donc on a ces bases de données-là, on peut avoir des agrégations locales, on peut retrouver plusieurs cohortes qui vont être regroupées et partagées, ce que l'on retrouve parfois entre le CHU de Nantes et celui de Rennes ou d'Angers. Et puis, on va avoir des entrepôts locaux, les entrepôts maison, ces fameux entrepôts de données de santé. À Nantes, c'est la clinique des données de santé. Il y en a un à la PHP, aux Hospices civils de Lyon, et qui comprennent les données issues du soin de ces hôpitaux, parfois des données issues de la recherche, et bien entendu, là-dedans, il y a des données génétiques. Donc, tout ça, ça se superpose, ce sont des strates. Les plus gros carrés roses, ce sont les plateformes nationales. Il y a le CAD, quand il sera mis en fonction. Il y a la plateforme nationale des données de santé, le Health Data Hub, qui centralise au niveau national les données de santé. Alors, pas toutes les données. Il y a une liste des données. Par exemple, il y a les données de la Caisse d'assurance nationale, la Caisse. Oui, il manque un. Bon, vous le retrouverez. C'est le SNIRAM, il y a le PMSI sur l'activité des hôpitaux, il y a la base des décès de l'INSERM. Et puis, en théorie, selon le Code de la santé publique, on peut retrouver toutes les données issues de soins remboursées par la sécurité sociale. Mais en pratique, ces données ne sont pas encore remontées, faute de moyens techniques et puis d'une réticence aussi des infrastructures plus locales à faire remonter leurs données, parce qu'il y a toujours cette notion de c'est à moi, c'est à nous, et donc il y a également des réticences que l'on ne peut pas oublier.
Le petit trait gris, j'espère qu'à distance vous le voyez bien, c'est pas certain, c'est l'espace européen des données de santé qui est en construction et qui doit permettre de fédérer tout ça à l'échelle européenne en prévoyant des guichets uniques pour accéder aux données. Et cet espace va s'appuyer sur un projet de règlement qui va normalement imposer à ce que tous les États membres mettent le pied sur l'accélérateur sur la numérisation des dossiers médicaux pour permettre cet échange. Et puis, nouvelle strate, on a les organisations non gouvernementales sur le fondement du Data Governance Act, mais il y a un poster là-dessus qui était dans le hall par les équipes de Toulouse que vous pouvez retrouver sur Internet et qui explique plus en détail ce que c'est que l'altruisme en matière de données, notamment de données de santé. Et alors je vais en faire un résumé. C'est l'idée que le patient, le citoyen, pourrait décider de confier ses données, bon ici à la santé, parce que c'est pas un texte qui est spécifique à la santé, mais dans notre exemple santé, pourquoi pas confier nos données génétiques à des ONG avec un consentement qui serait particulier ou général, savoir en tout cas, pour permettre la recherche, charge à l'ONG d'autoriser l'accès à ces données. Et donc voilà des structures qui viennent se superposer. Dans tout ça, on voit qu'on a différentes infrastructures, on a bien entendu différentes données parce que la recherche en génétique s'appuie aussi sur d'autres données qui sont conservées, des données plus générales de soins, d'activité des hôpitaux, de décès. Il y a différents services et ça c'est très important. Et hier, Cécile l'a bien dit, par exemple dans le cadre du CAD, il y a certains logiciels qui vont être mis à disposition des chercheurs pour que les chercheurs qui accèdent à cette plateforme puissent traiter les données. Il y a des questions qui se posent. Est-ce que ces logiciels doivent être propriétaires? Est-ce que ça doit être des logiciels en open source? Et en réalité, a priori, le son de cloche, c'est que chaque infrastructure décide d'une part, et puis c'est à la demande des chercheurs. Hein, si les chercheurs ont besoin de tel logiciel, il y a de grandes chances qu'ils puissent l'obtenir. Et puis, il y a différentes contraintes en termes de délai pour l'accès aux données, et puis on peut en imaginer d'autres. Ce qui crée une compétitivité qui peut inclure une compétitivité dans l'interprétation du droit avec des enjeux, par exemple, de financement des structures, parce que chaque infrastructure locale a son propre mode de financement, et puis il y a des volontés au niveau national d'harmoniser ces financements sur la base de l'interprétation du Data Governance Act. Donc c'est assez intéressant de voir comment le droit est utilisé comme outil aussi soit de crispation, soit de compétitivité. Et puis il y a des rapports de force sur la transmission des données d'une plateforme à une autre. Ces différents niveaux, tout ça est éclaté, c'est organisé par le droit. Donc je vais donner quelques références. On a l'acte sur la gouvernance des données de l'Union européenne de 2022. On a le futur projet de règlement sur l'espace européen des données de santé. On a bien entendu le code de la santé publique, les référentiels de la CNIL divers et variés sur, par exemple, les entrepôts de données de santé et d'autres qui viseront en particulier les données génétiques. Toutes ces infrastructures, et c'est le message que je voulais véhiculer, sont créées sans qu'il y ait forcément de réflexion sur est-ce qu'il faut soit une centralisation forte, soit une décentralisation, soit on empile toutes les infrastructures. Voilà, la question des échelles ne semble pas totalement être posée. Elle a été posée récemment par un avis du CCNE conjoint avec le CNPEN, donc le Comité national consultatif d'éthique et le Comité national pour une éthique du numérique, dans un avis qui a été publié en mai sur les plateformes de partage des données de santé. Mais sinon, pour l'instant, ces échelles ne sont pas questionnées, et encore moins quand il s'agit de données génétiques, alors qu'il y a beaucoup de travaux sur les risques attachés à l'usage des données génétiques, et on a parlé de plein d'enjeux pendant ces journées. Et on va tout de suite pouvoir passer à mon troisième point, l'anonymisation. J'ai mis fiction du droit épisode 12. Pourquoi ? Parce que le droit crée des fictions, ces représentations qui peuvent être abstraites et qui ne sont pas toujours atteignables. Et l'anonymisation des données, particulièrement en génétique, en est une, parce qu'on peut réidentifier les individus grâce à leurs caractéristiques génétiques. Je pensais jamais m'intéresser à ce sujet, que j'ai toujours trouvé un peu has-been. Et
Pourquoi? Parce que y a beaucoup d'études qui montrent qu'on peut toujours réidentifier les données de santé, a fortiori les données génétiques qui portent en elles, donc ces caractéristiques. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et en réalité, je reviens sur ce que je pensais. Il y a un intérêt parce que le droit met en valeur à chaque fois la force de l'anonymisation, qui est d'ailleurs une des clés de voûte de l'application du RGPD, parce que le règlement général de protection des données s'applique aux données personnelles, et dès lors que les données sont anonymes, elles ne sont plus personnelles, et donc le RGPD s'efface, et c'est donc un enjeu. Alors, selon l'ancien groupe 29, c'est le groupe qui regroupe les autorités de contrôle des données au niveau de l'Union européenne, l'anonymisation doit répondre à 3 critères. Le critère d'individualisation, si la base de données est anonymisée, on ne peut plus réussir à isoler un individu dans cette base. On ne peut pas réussir à dresser des corrélations entre un individu et des données. Et puis, on ne peut pas inférer, grâce à d'autres bases de données, des éléments sur l'individu identifiant. Pour le droit, de manière générale, pour le droit, je fais un raccourci, cette anonymisation n'a pas besoin d'être parfaite. On ne peut pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Cette anonymisation est très complexe, mais eu égard aux données, à la finalité du traitement, au coût d'une réidentification, voilà, si le coût d'une réidentification est trop important, on pourra considérer que la technique d'anonymisation a été efficace et donc on est bien face à des données anonymisées. Voilà, c'est pas il n'y a pas besoin que ce soit 100% anonyme. On sait très bien que ce n'est pas possible pour le droit. Un exemple, quand c'est appliqué aux données génétiques, eh bien, on a le futur règlement sur l'espace européen des données de santé qui décrit les données de santé électroniques personnelles qui pourront circuler dans cet espace. Et les données de santé électroniques personnelles comprennent des données génétiques. Mais les données de santé électronique non personnelles comprennent également des données génétiques. Donc les données génétiques se retrouvent dans toutes les cases, alors même qu'on sait que c'est assez que l'on peut réidentifier les individus. Par ailleurs, le texte nous dit que toutes les réutilisations des données doivent se faire en priorité sur le fondement de données préalablement anonymisées, ce qui est un objectif extrêmement complexe à atteindre techniquement. Et puis le projet de règlement s'appuie sur un autre texte pour indiquer que lorsque les données doivent être transférées en dehors de l'Union européenne, avec l'idée que ces transferts hors UE, les données seront moins bien protégées hors UE parce que les autres États n'ont pas le RGPD, eh bien il va falloir les protéger tout de même lorsqu'elles auront été anonymisées, sachant que le texte n'utilise pas ce terme d'anonymisation, il nous dit que ce sont les transferts de données non personnelles hautement sensibles. Et là, donc, ce sont pour les données hors UE, c'est le Data Governance Act qui le prévoit, vous avez les références, et qui est repris par l'espace européen des données de santé. Dans le considérant 64, on nous indique que finalement, il faut prendre des facteurs en compte qui permettraient plus facilement de réidentifier les données. Ben voilà, si on est sur des données de maladies rares, c'est plus facile de réidentifier les individus. Et si on est sur des données génétiques, alors on peut les combiner d'ailleurs, et il faut se méfier et considérer qu'elles sont hautement sensibles, même si elles auraient été anonymisées. Et dès lors qu'elles sont... Alors voilà, l'article 61 du règlement dresse une liste des données qui peuvent être considérées comme hautement sensibles. On a les données génétiques, génomiques et protéomiques humaines. Dans ce cadre, on doit s'intéresser au cas par cas pour appliquer ce nouveau régime. On doit regarder la nature des données et regarder les risques de réidentification. Est-ce qu'ils sont probables? Est-ce qu'ils existent? Et puis, il faudra attendre un acte délégué de la Commission européenne pour détailler ce nouveau régime, mais qui semble mettre en lumière que l'anonymisation n'est pas toujours atteinte. Et c'est assez intéressant. Alors, je comprends bien l'idée derrière, c'est de dire hors UE, on n'a pas le RGPD, mais c'est drôle de voir que ce ne sont pas des données hautement sensibles quand il s'agit de l'Union européenne, mais pour l'export, elles vont devenir hautement sensibles, alors que c'est, in fine, les mêmes données.
quel est le détail de ce régime? Qu'est-ce qui se passe quand elles sont qualifiées d'autrement sensibles? Eh bien, dans les contrats de transfert, il faut prévoir des normes techniques de protection des données, de chiffrement, d'hébergement particulier des données de santé avant de les envoyer, même si on attend pour cela ce fameux acte délégué de la Commission européenne pour en savoir plus. Mais le texte de base, le règlement n'étant pas voté, on va attendre pour l'acte délégué qui devrait être voté encore après. Donc, en résumé, les données génétiques sont bien des données personnelles. Elles sont sous format électronique. Elles peuvent être non personnelles. Et elles peuvent être qualifiées de données non personnelles hautement sensibles. Donc, on voit que c'est... Moi, parfois, je m'arrache les cheveux en me disant, mais on peut être dans quel cadre? Bon, voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le droit s'appuie sur des techniques informatiques comme soutien et protection. Ce que je retrouve dans le futur règlement de l'espace européen des données, c'est qu'on s'intéresse moins aux droits des individus sur leurs données qu'aux moyens techniques de les protéger. Et on se dit, on va protéger techniquement les données et ça suffira amplement parce qu'il y a une volonté politique extrêmement forte de mise en partage de ces données. Donc la technique est cruciale et au cœur cette notion d'anonymisation qui en réalité s'applique plus aux équipes de recherche, c'est-à-dire on ne va pas donner les identifiants qui correspondent aux données et les équipes de recherche, si elles n'ont pas la volonté d'identifier les personnes, elles ne le feront pas. Donc on peut considérer dans une bulle sécurisée sur une plateforme qu'elles sont bien anonymes. Mais ce n'est pas dit clairement comme ça et il peut y avoir des glissements tout de même. Donc la conclusion, l'accès aux données génétiques pour une réutilisation est un droit, j'ai envie de dire, du moment parce qu'il bouge beaucoup et il est cadré sur l'accès aux données de santé, en tout cas en France de manière générale. C'est un droit qui est à mon sens un peu brouillon, il n'est pas toujours lisible en raison des différents niveaux concernés, des différentes infrastructures et des logiques de basculement de la génétique à la santé. Et puis c'est un droit qui veut laisser toute sa place, comme j'ai dit, aux PETS, c'est Privacy Enhancing Technologies, et la technique est vue comme un secours au droit. Je vous remercie pour votre attention. Je ne me suis pas étouffée, je suis donc heureuse. Oui, et tu ne t'es pas étouffée, et tu aurais pu quand même avec tout ce que tu viens de nous présenter, parce que vous l'aurez compris, nous sommes dans un niveau de complexité qui atteint presque, alors je ne dirais pas le ridicule, mais on se demande quand même dans quelle mesure tout ceci va être réellement effectif. C'est un peu le rouleau compresseur de la data. Donc toutes les données doivent impérativement être utilisées, on le voit bien, alors même que les notions primaires et les notions d'équilibre sur lesquelles repose l'ensemble de ces textes ne sont pas consensuellement admises, font l'objet d'une divergence majeure entre les pays européens, entre les autorités nationales de protection des données, et donc malgré tout, on continue à faire des propositions de texte qui se basent sur les problématiques d'anonymisation et de données génétiques dont on ne sait pas véritablement si elles ont un régime juridique particulier d'après le RGPD, non, mais qui peuvent en avoir un parce que d'après le projet de règlement sur l'espace européen des données de santé, elles vont quand même avoir un régime particulier. Donc on voit bien que quand même, nous avons encore beaucoup de travail, Margot. Enfin, en le disant, en plaisantant, je me mets aussi souvent à la place des chercheurs qui tentent aussi d'être en conformité parce qu'ils ont une conscience, une morale et qu'ils ont envie que les choses fonctionnent bien et qu'ils ont envie de respecter leurs patients ou leurs participants à la recherche, et où, voilà, malgré la meilleure volonté du monde, ça doit être parfois un peu difficile pour vous, comme ça l'est tout autant pour nous, croyez-moi. Donc je vais maintenant passer la parole je te cherchais, à Nicolas Lechopier, donc, qui est maître de conférence en philosophie et en épistémologie et éthique à la faculté de médecine de Lyon-Est. Et qui a donc beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de sa thèse, mais qui est bien loin, n'est-ce pas voilà, mais qui a beaucoup travaillé, qui a reçu un prix de la CNIL d'ailleurs pour ses travaux sur la question des données personnelles, mais qui aujourd'hui revient un petit peu, on va dire, par un autre angle, probablement un peu plus épistémologique, sur la question de l'usage des données santé, et qui va surtout donc s'intéresser à la question des limites, et des limites morales, épistémologiques, à cet usage, encore une fois, dont on a l'impression qu'elles font l'objet d'un impératif aujourd'hui, d'une production massive, d'un usage massif. Tu vas essayer de nous démontrer que peut-être pas, complètement. Alors,
n'y a pas de diapositive, donc je ne sais pas comment on met la diapo. Ah, elle est là, d'accord, merci. En effet, merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction. J'allais le dire, moi, que j'avais travaillé il y a très très longtemps sur ce sujet-là. Et d'ailleurs... Non, mais c'est vrai que c'est plus vraiment mon sujet, mais je l'ai du coup exploré à un moment où je pense que les choses étaient très différentes. Et donc je viens avec ce regard un peu de surprise et je viens vous dire ce que moi je vois comme changement, mais je crois que je ne suis pas le seul à observer ces changements-là. Donc j'avais effectivement travaillé il y a une quinzaine d'années sur les enjeux du partage des données en recherche, de l'accès aux données par les chercheurs. Et donc ce sujet-là était venu en France à propos de la problématique notamment du cadrage je vais mettre hors de la lumière, du cadrage de l'encadrement ou du cadre légal, notamment de la création des registres de surveillance, des registres de malformation, des registres de cancer, et puis aussi des cohortes. On a parlé de Marcel Goldberg et d'autres personnalités scientifiques qui ont été, qui ont porté des premières cohortes en France. Et pour sécuriser l'accès aux données, notamment pour ces projets-là, il avait fallu ouvrir un chapitre spécial dans la loi de bioéthique dans les années 90. Puis moi, j'avais un peu étudié comment ça s'était résolu, avec quelle sorte d'arguments. Et à l'époque, justement, l'argument était, il était assez peu question finalement des droits individuels, même s'il y avait évidemment la loi informatique et liberté qui consacrait un certain nombre de droits personnels, et on va dire l'histoire de la bioéthique en France qui montrait aussi que le consentement de la personne devait être respecté. Le sujet pour la recherche en santé publique, en épidémiologie, était plutôt celui de l'intérêt public de la recherche. Et les chercheurs et les débats au Parlement mettaient l'accent surtout sur l'intérêt supérieur de réaliser des recherches scientifiques qui prenaient le pas sur les droits individuels ou la souveraineté individuelle sur les données. Je crois que cette idée-là, elle n'avait tout simplement pas cours il y a une vingtaine ou une trentaine d'années en France. Voilà, je peux être contredit sur ce point, mais il me semble que c'est ça. Et en interviewant un peu ces chercheurs, et en les observant aussi fonctionner dans des comités, notamment en amont de la CNIL, etc., on les voyait qui devaient présenter des protocoles de recherche pour obtenir le droit de traiter des données personnelles. Je ne parle pas simplement des données génétiques. Et ces protocoles de recherche devaient prouver qu'ils étaient bien fondés, bien établis, conformes aux repères professionnels et aux normes de la méthodologie, et puis aussi être vraiment des recherches, authentiquement des recherches. Donc ça, m'étais un peu intéressé à cette question, parce qu'il y avait aussi des fausses recherches, donc des gens qui traitaient des données, mais pas vraiment dans le but de construire des connaissances, mais plutôt de récupérer des informations sur le fonctionnement du système de santé, pour mieux, par exemple, y placer des produits. Et à l'époque, ces chercheurs disaient, quand il y a un projet de constitution d'une base de données, par exemple, c'est pas de la recherche. C'est de la technologie, mais c'est pas de la recherche, et ça ne vaut pas, d'une certaine façon, d'entrer dans ce régime d'exception. Donc il y avait une forme, j'allais dire élitisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une sélectivité de ce qu'on pouvait entendre comme étant de la recherche. Et l'art de la recherche, justement, c'était précisément de prélever les données qui étaient nécessaires, et seulement celles-là, pas plus qu'il n'en fallait, pour répondre à une question qui devait être précisément posée. Et du coup, voilà, donc je parle d'un temps évidemment passé et lointain, parce que moi je suis assez frappé de voir comment on discute aujourd'hui de ces sujets-là. Le programme France Génomique, Médecine Génomique 2025, c'est un programme qui a notamment parmi ses axes explicites de constituer une filière industrielle par la convergence entre des données cliniques, génétiques, etc. Et c'est ce passage à l'industriel que je trouve assez significatif et sur lequel j'aimerais insister un petit peu dans cette intervention. Mais ça a été dit aussi hier et aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur les processus, et Wannes tout à l'heure a bien montré aussi qu'on ne pouvait plus regarder les choses à partir du prisme de l'action individuelle, mais qu'il fallait regarder ça comme un système. Et là, de ce point de vue-là, la place de l'individu est quand même devenue assez
d'une certaine façon périphérique, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, de l'altruisme, du partage par la personne, de son choix, de son consentement, etc. On a aussi vu aujourd'hui que ça se jouait à un autre niveau. Et donc il y a un changement d'échelle et de nature des projets de recherche biomédicale. Alors, je reviens un petit peu sur le mot industrie, et je m'appuie là-dessus sur les travaux de François Jarige, qui est un historien, un penseur de la technique, et notamment de la période industrielle. Industrie, ça signifiait, avant le 19e siècle, faire les choses avec soin, avec précision. Et donc, à partir du 19e siècle, ça en vient à désigner ces activités manuelles, ou l'ensemble de secteurs d'activité qui était fédéré, qui est reposé sur une transformation des matières premières en utilisant des grandes machines puissantes dans un cadre plus concentré avec l'établissement de certains standards. Donc voilà, en ce sens-là, on est vraiment dans une période industrielle de la recherche et du traitement des données médicales. Et François Jarige, dans plusieurs de ses ouvrages, raconte comment ce cadre industriel, il ne s'est pas imposé aisément. Les gens avaient d'autres habitudes, d'autres façons de concevoir le travail, de concevoir la vie quotidienne. Et quand s'est installé le cadre industriel, il y a eu des réticences, il y a eu des incompréhensions, des décalages, etc. Et j'ai été frappé de voir un petit peu, notamment dans les exposés d'hier, de voir comment cette mise à l'échelle industrielle induit aussi des décalages. Donc on a parlé des nouveaux métiers, de la redistribution du pouvoir, des responsabilités, des petites mains, etc., qui accompagnent une circulation qui prend une ampleur très importante, et puis qui occasionne des résistances. Et j'avais eu le plaisir d'animer avec Anne Cambon et Emmanuel Rial-Sebag une formation pour l'INSERM sur le partage des données. Et je me souviens d'une dame qui était anapath, qui avait dit « mais moi, je refuse que mes comptes rendus soient rentrés dans les biobanques ». Et elle nous disait que son argument, c'était que la médecine est un art. Par conséquent, ses écrits sont couverts par le droit d'auteur. Et donc, sur cette base-là, elle refusait que, d'une certaine façon, ils soient considérés comme des éléments voilà, neutralisés, impersonnels, etc. Elle y mettait du sien dans la construction de ces comptes rendus. Et voilà, c'était des formes de résistance qui m'ont rappelé justement les travaux de François Jarige dans d'autres secteurs. Et donc, dans le cadre de cette table ronde sur le partage et la circulation des données, moi j'ai voulu, comme l'a dit Emmanuel, plutôt essayer d'insister sur la question des limites. Et du coup, je voudrais juste me contenter de faire 3 remarques sur les limites au partage et à la circulation des données, mais qui ne sont pas des limites normatives, comme on vient de le voir, Margot l'a très très bien explicité devant nous, liées par exemple au droit individuel ou même aux limites techniques, mais plutôt à des limites matérielles ou écosystémiques, qui restent encore, à mon sens, un peu trop négligées dans les recherches en SHS sur ce sujet. Donc 3 remarques. La première, c'est justement sur celle de limites. Il y a un ouvrage de Natacha Gondran et Aurélien Bouteau là, qui est sorti récemment, qui fait le point sur la notion de limite planétaire. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous avons dépassé un certain nombre de ces limites planétaires permettant de vivre une vie soutenable sur cette planète, notamment en termes de dérèglement climatique, d'érosion de la biodiversité, mais aussi la pollution de l'environnement par des nouveaux produits chimiques. Et donc voilà, ces limites sont déjà dépassées ou sur le point d'être franchies. Et du coup, dans ce cadre-là, tenir compte de limites pour toutes les activités humaines, y compris la recherche, semble raisonnable. Mais c'est encore peu fait pour les innovations biomédicales, notamment parce que on peut pas. C'est difficile de penser même ou de parler de limites à la recherche biomédicale, par exemple, parce que ça paraîtrait une transgression par rapport aux promesses qui sont faites, notamment du côté de la génomique.
Et pourtant, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait pouvoir faire davantage. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement vous rappeler que, vous avez sûrement entendu ça, parce que je crois que ça a été une notion qui a été apportée dans des débats de votre communauté, mais je l'ai entendu aussi dans des lettres de mission de l'INRIA et aussi sur le site du gouvernement, le ministère de la Transition numérique, etc., qui disait la data, les données, sont le pétrole du XXIe siècle. Donc, alors en un sens, ça veut dire que c'est par là que viendront les nouvelles filières industrielles, etc. C'est aussi l'idée que c'est la base de l'intelligence artificielle. C'est à partir de ces données qu'on va créer ces nouvelles technologies qui vont changer notre quotidien. Mais il y a une petite ironie quand même à cette expression-là, puisque le pétrole est devenu non pas une ressource, mais un problème. Notre dépendance au pétrole est un problème. Et du coup, si on dit que les data sont le pétrole du XXIe siècle, voilà comment on crée aujourd'hui une forme de dépendance, on construit des infrastructures qui vont nous rendre dépendants de cette matière-là, et on va sûrement rencontrer le même genre de problème pour s'en rendre indépendant ou pour s'en libérer. Donc peut-être qu'on est déjà un peu prévenu, ne serait-ce qu'en utilisant cette analogie. En tout cas, ce que je voulais souligner aussi sur ce plan des limites planétaires, c'était que j'ai rencontré des bioinformaticiens, notamment des jeunes qui font des thèses aujourd'hui ou des post-doctorats, qui sont attentifs à ces questions-là et qui essayent de travailler du côté de la sobriété. Ils réfléchissent sur leur empreinte carbone, ils se demandent comment faire des manips en utilisant le moins de ressources possible, etc. Donc c'est un sujet sur lequel je crois qu'il y a beaucoup de gens qui seraient volontaires pour travailler. Donc voilà, recherche en sobriété énergétique, mais le problème c'est de savoir aussi quels sont les impacts indirects de l'utilisation du numérique, et ils peuvent être très importants, donc parfois ils ont du mal à les intégrer dans leur propre modèle. Et puis il y a des recherches sur la parcimonie, faire la même chose avec moins de ressources, donc ça c'est une piste de recherche intéressante. Donc il y a des jeunes chercheurs qui utilisent des jeux de données déjà disponibles plutôt que d'en créer des nouveaux, etc., pour éviter, pour être plus parcimonieux. Mais si on prend au sérieux la question des limites, et c'est peut-être pas simplement faire la même chose avec moins, mais ça peut être aussi ne pas faire, renoncer, c'est-à-dire vraiment prendre au sérieux l'existence de ces limites. Je reviendrai sur cette question du renoncement à la fin. Ma deuxième remarque, elle porte sur la notion de redirection. On a beaucoup parlé ici de dialogue entre sciences, société, la population, les personnes concernées, etc. Et en fait, l'une des questions et des doutes qu'on peut avoir à propos du dialogue entre la population et le monde de la recherche biomédicale, c'est que parfois ces dialogues sont conçus, ou en tout cas ils fonctionnent comme des dispositifs d'accompagnement. C'est-à-dire que en gros, tout est à peu près déjà décidé, et puis on va dialoguer avec la population pour accompagner ça d'une ambiance démocratique, mais en fait, tout est déjà décidé, et donc parfois il y a des citoyens qui disent que c'est une supercherie, puisqu'il n'y a pas vraiment place à un véritable dialogue. Et du coup, de ce point de vue-là, par exemple, les citoyens n'ont pas vraiment de pouvoir sur... 3 minutes, il reste ? D'accord. Sur la réorientation de la recherche. Ils peuvent dialoguer, peut-être dire ça nous irait pas que les chercheurs fassent ça, mais il n'y a pas vraiment de prise sur ces orientations. Mais les scientifiques eux-mêmes n'ont pas de prise souvent sur l'orientation des recherches. Il y a eu un colloque organisé à Lyon par Marc Billot notamment, où Yann Tannock avait dit en fait, il faut bien reconnaître que ça ne marche pas, la médecine génomique, et on devrait faire autre chose. Je résume un argument qui était bien plus fin que ça, et d'une certaine façon, c'est inaudible, puisqu'on est là pour continuer, pour ce projet est lancé, et d'une certaine façon, on ne peut plus tellement le réorienter, tellement les choses sont installées. On n'a pas envie d'entendre que les choses ne marchent pas.
Et puis, même le pouvoir, d'une certaine façon, a du mal à réorienter les technologies. Elles ont une forme d'autonomie, une forme d'inertie, elles se reproduisent. Et voilà, les technologies, elles fonctionnent dans un milieu. Bon, je vais peut-être un petit peu aller vite là sur cette question-là, mais il y a une interdépendance entre les propriétés intrinsèques d'une technique et le milieu dans lequel elle fonctionne. Et du coup, elle façonne des milieux. Et ensuite, on est dépendant de ces techniques-là. Alors, ça a deux conséquences. Alors, je voulais mentionner les travaux de Catherine Soljou dans le cadre notamment du collectif Ding Dang Dong autour de la maladie de Huntington. Elle a étudié l'histoire de la construction du test de diagnostic pré-symptomatique de la maladie de Huntington. Et en fait, c'est un test qui a été involontairement produit. On ne cherchait pas spécialement à faire un test pré-symptomatique, on cherchait des remèdes ou des traitements, des pistes thérapeutiques. On n'en a pas trouvé, mais on a trouvé comment faire le test pré-symptomatique. Et ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette invention-là, elle dit quelque part qu'on ne peut pas désinventer un test, c'est-à-dire quand il y a une innovation, d'une certaine façon, elle construit de nouvelles responsabilités auxquelles on ne peut pas vraiment échapper. Donc, il y a des fois, les technologies sont encombrantes parce qu'elles produisent. Elles produisent parfois des choses involontaires. Et puis, les techniques, elles peuvent modifier la distribution du pouvoir d'agir, renforcer des inégalités d'accès à la connaissance. Il y a toute une piste de recherche en sciences humaines et sociales sur les injustices épistémiques, c'est-à-dire comment nos techniques redistribuent la crédibilité et la valeur des savoirs qui sont impliqués dans qui sont associés ou qui sont des conséquences de ces techniques. Donc je vais faire ma troisième remarque en un temps très restreint, c'était celle du renoncement. En fait, je voulais prendre un peu le contre-pied de gens comme Thomas Schneider, donc, qui est le président du comité d'éthique IA du Conseil de l'Europe, qui dit la question n'est plus de savoir si nous voulons utiliser ces outils, mais comment les utiliser. Voilà. Et Gérard Raymond, de la même façon, sur le Health Data Hub, dit en fait, il n'y a pas de question à se poser, il faut le faire de plus en plus vite. Donc, moi, je voudrais plutôt essayer de mettre à l'agenda la notion de renoncement et la notion de fermeture. Donc, je m'appuie là-dessus sur les travaux assez intéressants d'Alexandre Monin, qui est philosophe et qui, justement, propose de soigner nos choix, de fermer ou de renoncer à certaines pistes de recherche ou certaines technologies. Donc cette notion de fermeture, évidemment, elle se heurte à la connotation d'ouverture qui est très sympathique, les données ouvertes, les données bien partagées, etc. Mais on pourrait aussi vouloir poser un certain nombre de limites à cette circulation. Il a été question là des méthodologies de référence MR004 qui sont par exemple qui donnent accès à des données sans aucun égard sur l'intérêt public du traitement de ces données. Si. Mais il est jugé par la personne qui le fait. D'accord. C'est-à-dire, on dit, donc par exemple, des instituts qui traitent des données de santé peuvent accéder, par exemple, aux données des pharmacies pour connaître les prescriptions, les consommations de médicaments d'une façon à une échelle très très fine. Peut-être ça, c'est des données. Peut-être qu'en tant que patient, on pourrait vouloir considérée comme pas forcément convergente avec un intérêt commun ou un intérêt collectif, puisqu'elle donne des outils à ceux qui veulent, d'une certaine façon, nous faire consommer des médicaments dont peut-être on pourrait se passer ou nous en faire consommer trop, etc. Je simplifie évidemment le problème ici. Voilà, donc c'est peut-être reprendre un peu l'idée que toutes les recherches ne sont pas bonnes à faire et toutes les données ouvertes ne méritent peut-être pas de l'être. En fait, on a un biais, et c'est ça, j'ai l'impression que c'est ce qui vient d'être dit aussi par Margot, on a un biais en faveur de l'addition. On préfère les additions aux soustractions. Donc, quand il y a une technique et qu'il y a un truc qui ne marche pas, on ajoute quelque chose. On rajoute un niveau de sécurité, on améliore la privacy des technologies, etc. Et en fait, on n'a pas travaillé l'attitude de soustraction, c'est-à-dire d'enlever ou de renoncer à certaines choses. Et donc, c'est peut-être une piste pour progresser ensemble, peut-être dans un sens d'un monde plus durable. Donc, en une dernière phrase, ma présentation visait peut-être à provoquer le débat aussi, bien sûr. Faire attention à tous ces processus. Là, on a un changement d'échelle et on passe au niveau d'une infrastructure et de toutes les interdépendances et l'inertie que ça produit.
Faire attention, deuxièmement, aux retombées de ces techniques qui créent des externalités qui ne sont d'ailleurs pas également distribuées dans la population. Et puis travailler au renoncement, car renoncer, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas forcément triste, ça peut être passionnant, ça peut réclamer du savoir, du soin, de l'intelligence. Et donc c'était sur ça que je voulais finir. Merci. Merci infiniment de cette présentation qui nous impose aussi de nous poser peut-être les bonnes questions et de réfléchir à ce que nous faisons et de ne pas être encore une fois dans cette forme de rouleau compresseur que j'évoquais tout à l'heure et qui finalement on ne fait que s'adapter à la marche d'après, ou on tente de s'adapter à la marche d'après sans franchement encore une fois résoudre les problèmes qui se posaient à la marche précédente. Et peut-être faire au moins aussi bien, peut-être mieux avec moins, ça mérite de se poser la question. Donc merci beaucoup. Pour terminer, donc je vais appeler à nous rejoindre Isabelle Durand-Zaleski, qui est professeure de santé publique et d'économie de la santé et qui dirige actuellement l'unité de recherche sur... Non, il n'y a pas de diapo. Sur l'économie de la santé et les services de santé à Paris, et qui va donc nous parler aussi de son expérience au sein du 1 Million Genome. Attention de ne pas tomber. Surtout du point de vue aussi de l'agenda, de la commande publique, quand on est une économiste de la santé, et comment on s'inclut justement dans ces environnements internationaux. Et comment on arrive aussi à nager un petit peu dans la complexité. Donc, merci beaucoup. Donc, on finira avec l'économie de la santé et ensuite, on se rejoindra ici pour un petit moment d'échange. Je pense que le micro est celui-là. Merci. Alors, en fait, moi, je fais partie des équipes qui essaient de répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, là, sur à quoi est-ce que ça sert. En fait, ça sert à rien, quoi. Et donc, on essaie de construire des méthodes pour au moins mesurer et apporter des éléments de réponse à cette question-là. Alors effectivement, moi je travaille dans le cadre français puisque c'est l'évaluation des deux plateformes de séquençage, Sequoia et Oragen. Et puis effectivement, vous avez très bien vu sur les diapos tout à l'heure le Work Package 6 de 1 Million Genome, mais pas du tout en tant que représentant de la France. Là, c'est vraiment juste en tant qu'économiste qui fait à peu près la même chose que les autres dans le projet en question. Alors, là aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé la diapositive qui montre les soins et la recherche. Donc présentée par le plan France Médecine Génomique, donc l'utilisation de données de soins et données, enfin pour la finalité de soins et la finalité de recherche. Alors, je rajouterais un autre élément de complexité, parce que ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est qu'en fait, vous parlez de constitutionnel. Les exemples qui ont été donnés portaient sur la génétique constitutionnelle, et les plateformes de séquençage ont une énorme activité en somatique. Et en fait, moi, j'aurais déjà une première question pour tous les gens compétents, c'est est-ce que la donnée somatique... Donc, on séquence une tumeur et on va trouver les mutations actionnables ou pas dans la tumeur, actionnables par des médicaments. Est-ce que cette donnée-là est par nature, j'en sais rien, enfin, quand je dis une question, c'est une question, est-ce que cette donnée-là va être par nature différente de la génétique constitutionnelle dont en fait vous avez parlé depuis ce matin, quoi. Et parce qu'en réalité, le marché aujourd'hui, dans les pays riches au moins, est beaucoup sur le somatique. Parce que c'est là où il y a des médicaments, c'est là où il y a de l'argent, enfin voilà quoi. Et donc en réalité, moi ce que je vois sur les plateformes, c'est qu'on a donné une importance tout à fait égale à l'évaluation de à quoi ça sert sur le somatique et sur le constitutionnel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans cette évaluation ? En gros, là aussi, on est dans une commande publique, c'est-à-dire que le séquençage dans le cadre du soin, en France, aujourd'hui, est pris en charge à 100%, et donc il n'y a pas de reste à charge, les malades ne payent pas. Et donc la commande du ministère de la Santé est, en gros, quel est le bénéfice médical
en regard de l'argent dépensé pour le séquençage. Et ça, c'est effectivement l'objet des travaux que nous conduisons en collaboration avec 5 autres équipes pour essayer d'apporter une réponse à ça. Alors pourquoi faut-il apporter une réponse à ça? Enfin, pour moi, principalement, puisque c'est de l'argent public. Alors ce qui moi, me paraît toujours dur à expliquer. On parlait tout à l'heure de vague démocratie, hein, et c'est vrai, c'est-à-dire ce qui me paraît toujours dur à expliquer à la population, c'est que c'est leur argent, quoi. Donc, ce qu'on essaye d'établir, c'est un lien entre l'argent qui est prélevé sur les contribuables et ce qui va leur être restitué sous forme d'un bénéfice médical. Juste, c'est un peu indirect. Donc, on a effectivement parfois des grandes difficultés. Et donc, puisqu'on parle de données de réutilisation, donc nous, ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de construire, c'est effectivement une réutilisation massive de données, hein, puisqu'il y a les données de soins, les données des dossiers médicaux, les données des plateformes et les données de l'assurance maladie. Donc là, effectivement, pour ce projet-là, vont être mobilisées des bases de données vraiment importantes. Mais ce qui est, je vous dis, moi, m'a frappé en écoutant les présentations précédentes sur les recherches en cours, hein, c'est que nous n'avons jamais traité de manière différente les données génétiques somatiques et les données génétiques constitutionnelles. Et les deux protocoles qui vont examiner l'un, la contribution du séquençage pour les cancers, et l'autre, le séquençage pour les maladies rares, sont exactement un miroir l'un de l'autre. Donc quand on dit qu'il s'agit d'une évaluation médico-économique, le premier mot c'est médicaux, et donc ce que nous avons été amenés à faire, c'est à construire à partir des données mobilisables un indicateur du bénéfice médical. Qu'il s'agisse de séquençage donc somatique pour le traitement des cancers ou de séquençage constitutionnel pour la prise en charge des maladies rares. Et là, effectivement, on parlait du pouvoir ou de l'absence de pouvoir. Enfin là, en l'occurrence, je trouve qu'on en a un peu trop des chercheurs. C'est que finalement, c'est nous qui décidons ce que va être le bénéfice médical, hein. Alors, il y a un peu de supervision du plan France Médecine Génomique, entre autres, mais il y a quand même ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'à partir des données mobilisables, avec forcément ce que les Américains appellent l'effet lampadaire. Donc, vous savez, l'effet lampadaire, c'est la nuit, il y a un type qui regarde quoi, sur le trottoir, et un autre lui demande « Qu'est-ce que vous faites ? Je cherche mes clés, vous les avez perdues là ?» « Non, je les ai perdues là, mais c'est là qu'il y a de la lumière. » D'accord ? Donc, les Américains appellent ça le lamppost effect. Et effectivement, nous avons construit des critères de bénéfice médical, qu'il s'agisse donc du séquençage constitutionnel ou somatique, à partir forcément des données existantes, puisqu'il fallait quand même fournir des résultats dans un temps, disons, contraint. Donc, ce qui va se passer sur ces deux plateformes, c'est qu'il y a les projets en cours avec des dépôts de demandes d'autorisation qui sont quand même pas du tout triviaux, hein. Donc, effectivement, il y en a un des deux qui est une MR04, l'autre qui est une autorisation CNIL. Et je peux vous garantir que le remplissage du Privacy Impact Assessment et de ces 43 pages a été quand même un moment assez douloureux. Alors, après, effectivement, quand on est chercheur, on espère que c'est pour la bonne cause, hein. Et là encore, je vous laisse... Vous êtes sûrement plus compétent que moi pour en juger, mais effectivement, on espère que c'est pour la bonne cause. Et donc, l'idée générale va être de mettre en regard la dépense et l'impact du séquençage sur le parcours de soins. Donc, l'impact du séquençage sur le parcours de soins, ça signifie est-ce qu'un traitement a pu être mis en œuvre ? Donc ça, je parle surtout du somatique. Et est-ce que le patient a été inclus dans un protocole de recherche ? Et vous voyez bien que pour prouver ça, il faut effectivement mobiliser pas mal de bases de données.
Et dans le domaine du constitutionnel des maladies rares, l'idée est de voir si, et là ce sera surtout une recherche qualitative de fait, le fait de pouvoir fournir de l'information aux parents, de pouvoir arrêter une errance diagnostique a été bénéfique. Donc vous voyez comment on essaye de répondre à cette question-là. L'idée de toute manière, hein, derrière, c'est vraiment de l'économie de la santé. C'est-à-dire il y a une dépense publique qui est quand même importante pour mettre en place le séquençage dans le cadre du soin. Et c'est de restituer l'information sur à quoi a servi cette dépense publique. Et effectivement, théoriquement, mais ça c'est vrai de absolument, enfin, toute l'activité qu'on a sur les évaluations économiques, ça devrait nourrir un peu un débat. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ça devrait nourrir un débat, et je ne pense pas du tout spécialement au séquençage, je pense à d'autres technologies de santé pour lesquelles nous avons quand même un certain nombre de preuves que, effectivement, l'argent dépensé en regard du résultat médical est un peu disproportionné, mais il n'y a pas trop de débat démocratique autour de ça. Alors, pourquoi moi, j'ai une opinion de médecin qui mérite sûrement d'être enrichie. Je pense que c'est largement inaudible de dire aux gens on ne vous soignera pas parce que c'est trop cher. Alors c'est là-dessus que joue, bien entendu, que se joue, alors il y a un projet européen en cours là-dessus, la discussion sur les nouvelles thérapies. Hein. Donc effectivement, les CAR-T, la thérapie génique. Je serais aussi intéressée de savoir ce que vous avez pensé de la réponse d'un industriel qui, je crois finalement, je suis même sûre, est parti, mais qui disait si vous n'avez pas de quoi payer pour tout le monde, vous n'avez qu'à tirer au sort. Parce qu'effectivement, un moyen de location de ressources dont on peut discuter, dont la rationalité peut être discutée. Et donc voilà un petit peu le cadre général du travail. Je vous dis, moi, les questions que j'ai, c'est vraiment, juridique. Hein. Est-ce qu'il y a une nature différente des données de séquençage somatique ou constitutionnel, sachant que c'est une question qui nous est totalement passée au-dessus de la tête. Hein. On n'y a jamais même réfléchi une seconde en déposant les protocoles. Et puis effectivement, la légitimité à fournir la donnée à la puissance publique sur voilà à quoi sert votre argent, et puis après essayer de mettre ça sur la table d'un débat démocratique, sachant qu'il sera vrai, c'est un peu hypocrite à mon avis, parce que c'est tellement technique que je ne sais pas trop bien comment ça pourrait progresser. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'idée, j'ai le cadre général de ce que nous essayons de faire. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Alors le droit maintenant distingue le somatique du constitutionnel. Alors à raison ou à tort, je ne suis pas encore complètement certaine de... Il va manquer une chaise, je crois. Mais moi je peux rester debout. Merci Sarah. Donc effectivement, sur le plan du droit, aujourd'hui, ces deux éléments sont distingués avec des régimes juridiques qui vont probablement être différents. On attend encore une fois des décrets d'application. Tout le monde n'est pas complètement d'accord avec le fait qu'il fallait les distinguer dans la loi de bioéthique, comme cela a été fait. Donc on s'attend aussi à un certain nombre de critiques. Certains professionnels ont accueilli de manière très favorable cette distinction entre le somatique, qui serait traité comme une information biologique lambda. Ne me fusille pas du regard. Donc le somatique serait une information biologique, et alors que l'information constitutionnelle continuerait de bénéficier ou d'être encadrée de manière très stricte, comme elle l'a été de manière historique et traditionnelle. Alors, bon, ça a le mérite de, en tout cas, distinguer les deux, de faire un encadrement lié à la nature en fait de cette information. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est complètement adapté? J'en suis pas complètement sûre. Mais voilà. Alors, je vais d'abord donner la parole à la salle où
en ligne pour les premières questions. Vous vous présenterez, s'il vous plaît. Bonjour, Olivier Lefebvre du CEA. En fait, je ne sais pas ce que c'est que le constitutionnel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le somatique, je vois à peu près. Ça veut dire que je pense que c'est votre voisine qui va vous expliquer. Je suis biologiste de formation. Merci. Génétique constitutionnelle. Dominique, présente-toi. Ah oui, pardon. Donc, Dominique Stefalionnet, responsable du service de génétique de l'Institut Curie. Le constitutionnel, ça fait référence à ce qui a été hérité ou acquis pendant les très premières divisions cellulaires, et donc après la conception, et ce qui est transmissible à la génération suivante. Et on l'oppose à somatique, ce qui est acquis plus tard au cours de la vie, et ce qui est emblématique, c'est le cancer. Le cancer est une maladie essentiellement acquise. Mais, alors peut-être un point là-dessus, parce que moi je pense qu'on ne devrait plus utiliser justement le terme de génétique somatique, ça n'a pas de sens, mais on devrait parler, quand on parle du cancer, et c'est ce qui nous intéresse là dans les aspects théranostiques, de génétique tumorale. Un point, c'est que avant l'avènement du très haut débit, on n'était capable que de repérer au niveau tumoral des mutations activatrices. Donc parce que c'était toujours les mêmes, parce que le généticien moléculaire, il savait aller rechercher toujours la même mutation avec les outils qu'il avait. Et c'était des mutations acquises, c'était des mutations somatiques. Et donc se sont construits avec l'arrivée des lois de bioéthique et une certaine sacralisation ou protection de la génétique constitutionnelle, deux voies. La voie constitutionnelle et puis la voie dite somatique que faisaient les personnes qui faisaient la génétique tumorale, en particulier les anapathes, et qui disaient « Ah ben, si c'est somatique, c'est pas constitutionnel, ça ne me regarde pas. » Et donc, on a vu voilà, ces deux chemins opposés avec pas du tout de protection en génétique somatique. Et puis est arrivé le très haut débit, on a la capacité de repérer des altérations d'anti-oncogènes, à titre d'exemple BRCA1 ou 2, altérées, inactivées dans un carcinome de l'ovaire, du sein, voire du pancréas. Dans 75 à 80% des cas, l'altération est constitutionnelle. On se rappelle enfin que le génome tumoral, c'est d'abord le génome natif de l'individu. Et donc la loi de bioéthique de 2021 a fait un pont entre les deux. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas très bien écrit. J'ai réécrit l'article pour les sénateurs. Ils n'ont pas tout pris. Mais il n'empêche qu'il ne fallait pas brider. On n'allait pas faire une consultation génétique pour tous les tests en cancérologie. Non seulement ce n'était pas possible, ce n'était pas souhaitable. Enfin, bref. Mais par contre, quand l'idée de la loi 2021 est de faire un pont entre la génétique tumorale et la génétique constitutionnelle, et que quand un oncologue, par exemple, prescrit un test tumoral, il puisse dire, et notamment une étude BRCA, il puisse dire à la patiente, eh bien voilà, on va faire ce test, il est possible qu'on trouve, et si on trouve, vous irez en consultation. Et donc c'est ce que, voilà, et maintenant on attend le décret d'application encore de l'agence. Voilà. Donc il faut mieux parler de génétique tumorale. Est-ce que tu avais une question? Parce que là, on t'a alpagué pour nous parler de génétique. Non, mais je voulais faire, excusez-moi, pardonnez-moi, voilà. Je voulais vous faire cette petite Mais merci leçon. beaucoup, parce qu'en même temps, je pense que c'est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, d'abord, voilà, ne se lèvent pas le matin en lisant le journal officiel, moi non plus d'ailleurs, mais voilà, ce sont des notions qui quand même nécessitent d'être explicitées, et aussi... on a besoin d'en saisir les enjeux, que ça soit sur le plan opérationnel, mise en œuvre pour les patients, pour les professionnels de santé, et aussi qu'est-ce que ça va peut-être produire dans les pratiques professionnelles aussi. Bon, peut-être on aura plus d'informations une fois qu'on aura le décret. Oui, Monsieur Piron. Alors, en tant qu'anthropologue au CNRS, je suis un grand fan de la recherche inutile. Alors, je ne sais pas si en philosophie, en économie, est-ce que je vais avoir accès aux données? Est-ce que c'est éthique voilà, de l'accès de génération et d'accès aux données? Et juste à côté, une question pour l'économie.
Les données vont pour l'instant générer de séquençage ont pour l'instant une valeur limitée, mais plus on va en générer et plus les données vont s'accumuler, plus ils vont avoir une valeur économique et ont un impact sur la santé. Donc je voulais savoir comment vous pouvez évaluer ça, évaluer la valeur qui va augmenter au cours du temps des données actuellement produites et voilà. Du coup, je réponds pour la première, l'inutilité de la recherche. C'est peut-être une notion qu'il faudrait aussi remettre en question, remettre au travail. Je ne sais pas si on peut trier entre recherche utile et inutile. Toutes les recherches produisent des effets. Il peut y avoir des ambitions différentes selon que justement il y a un marché à la clé ou simplement un recul des frontières de la connaissance. Mais toutes les recherches produisent un certain nombre d'effets et contribuent à construire un certain monde. Et donc, il n'y a pas de recherche neutre, même s'il peut y avoir des recherches dont l'utilité n'est pas connue. Mais en tout cas, toutes les recherches ont des conséquences. Et de ce point de vue-là, il est utile d'y réfléchir. Alors, sur la valeur, en fait, hein, la valeur des données de séquençage, je pense en effet, nous, là, ce qu'on nous a demandé de mesurer, c'est la valeur pour le soin. Donc ça va vite, quoi. Mais enfin, ça va vite. Enfin, ça devrait aller vite, mais bon. Après, il y a, dans ce que vous dites, il y a aussi la valeur. Finalement, ces données produites vont clairement générer des recherches. Et oui. Dans le micro, s'il vous plaît. Pour l'individu, actuellement, ça ne va pas produire d'intérêt dans le soin, mais peut-être que les mêmes données pour le même individu, dans 10 ans, parce qu'il y aura eu d'autres découvertes, et entre autres le séquençage de d'autres individus, à cet individu-là, on va permettre de mieux le guérir ou d'autres choses. Voilà, c'est pour le même individu, mais 10 ans plus tard. Alors moi, effectivement, j'avais un autre élément de réponse, mais là, dans votre question, ça rejoint, à mon avis, un petit peu le débat que vous avez eu sur les données secondaires, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, on a trouvé quelque chose, on ne sait pas trop quoi en faire, et puis on garde l'idée que ça pourrait servir à quelque chose. Et en fait, donc, pour voir à quel point j'ai mauvais esprit, moi j'avais interprété votre question avec la question des assurances, en fait. Quelle est la valeur de dire, vous avez... on en a parlé pour le tabac. C'est exactement ce dont on a parlé, je cherche l'oratrice, tout à l'heure pour le tabac. Si l'assurance qui vous dit vous avez tel risque, si vous fumez, pif paf. Alors heureusement en France, moi, je suis archi attachée au modèle assurance maladie solidaire, c'est pas comme ça. Mais en revanche, vous pouvez imaginer toutes sortes d'autres situations où une assurance privée pourrait en effet trouver une valeur importante à ces données. Mais c'est juste parce que vous voyez bien aux États-Unis que ça peut se passer comme ça. Donc, gare aux assurances commerciales et effectivement à la valeur que ça aurait pour les assurances commerciales. Merci. Catherine ? Oui, alors merci beaucoup à tout le monde. Alors moi j'avais une réflexion qui vient à la fois du topo de Nicolas et de celui de Margot. C'était à la fois le troisième point que tu fais sur le renoncement. Moi je veux bien, alors je demande à être convaincue sur la notion de renoncement. J'aurais plutôt envie de porter la question d'alternative parce que finalement... je finis. Et Margot, sur ce que tu disais à la fin, sur cette pression politique forte, enfin, tu l'as dit avec des mots mieux choisi, mais qui fait que le partage des données devient quelque chose qui est indiscutable. Il faut faire plier le droit et la technologie pour que ça marche. Nous, dans nos pratiques de recherche, qu'on fasse de la génomique ou des sciences sociales d'ailleurs, il faut qu'on se plie à cet idéal d'arriver à toujours plus d'open data, et chaque semaine on reçoit des nouvelles guidelines de comment faire, et même si on n'y arrive pas, il faut le faire quand même. J'exagère, mais à peine, hein. Donc on voit vraiment qu'il y a cette idée qu'on n'interroge plus l'open data. Ça, c'est vraiment un truc, quels que soient les domaines, on n'interroge plus. Et du point de vue de la génomique, moi, ce qui m'interroge beaucoup, et tu le disais sur la NAPAT, qui se considère comme une médecin, autrice, voilà, nous on l'a revu aussi dans d'autres contextes, hein, vraiment, le droit d'auteur, c'est au nom de cette open data, qu'est-ce qu'on fait par les processus de standardisation, d'industrialisation dont tu as bien parlé, qu'est-ce qu'on fait de l'expertise
qui est quand même au cœur de la génétique depuis l'histoire, des débuts de l'histoire de la génétique, c'est comment on arrive à nouer des choses compliquées qui sont l'information génétique, l'information clinique, le mode de vie, etc. Enfin, tous ces éléments dont on a vu combien c'était toujours de l'incertitude, délicat, etc. Et tout d'un coup, il faudrait être capable de tout mettre en ligne, tout standardiser, tout ouvrir, et il y aura forcément du bien, quoi. Et je suis vraiment très sceptique du fait qu'on n'arrive pas à aller plus en avant, mettre en avant d'autres formes de pensée. La complexité, et c'est pas juste des données génomiques nues, mais derrière, il y a du travail, il y a du savoir-faire, il y a des questions qui sont pertinentes ou pas pertinentes. Et donc, cette question de quelles alternatives on arrive à apporter, plutôt que la question du renoncement. Enfin, en tout cas, je vous interpelle l'un et l'autre sur cette demande. Vas-y, Margot. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une perte de savoir là-dedans et qui est très forte lorsque les données sont centralisées au niveau national. Et c'est pour ça qu'il y a une réticence de médecins ou de chercheurs à faire remonter les données. J'ai eu la discussion avec un médecin qui s'occupe d'un entrepôt de données de santé et qui me disait, mais mes collègues me disent, mais tu vas perdre notre savoir. Nous, on peut en parler de nos données, on les connaît, on les met dans l'entrepôt, ça ne nous dérange pas, mais ce que vous allez faire avec, vous ne pourrez pas faire enfin, nous, on apporte quelque chose et on nous oublie là-dedans. Et c'est un véritable enjeu. Et pour cela, alors j'ai une double réponse. Effectivement, il y a des alternatives. J'ai dit que la technique venait au renfort du droit, on va anonymiser, protéger, comme ça on va pouvoir centraliser. Et ben pas toujours, je travaille avec des chercheurs qui essayent de faire au maximum pour que les données restent au niveau local, qu'on y accède de loin, de manière fédérée, que tout soit sécurisé. Alors il y aura tout de même une perte de savoir, mais au moins les données ne bougent pas. Donc voilà, il y a des informaticiens qui réfléchissent à d'autres manières, mais c'est pas optimal à vrai dire. Il y a toujours cette perte de savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents groupes professionnels et qu'ils ne sont pas tous investis au même moment de la boucle, et ce qui fait qu'il y a des déperditions. Et là, ouais. Nicolas ? Et ben, ça va dans le même sens, mais les travaux de Jean-Baptiste Fressos, qui est un historien des techniques et des sciences, ont bien montré justement que dans un changement d'échelle, et notamment un passage à une mode de production industrielle, il y a des oublis qui sont générés, des savoirs locaux, des savoirs plus fins, plus localisés, plus contextualisés, au profit de quelque chose de plus horizontalisé et de neutralisé, et que c'est une perte. Et donc, quand je parlais de renoncement, ça veut dire, mais je ne sais pas si c'est le lieu de le dire ici, mais ça veut peut-être dire aussi, des fois, reculer dans des avancées, des pas qu'on a fait en avant, et peut-être se dire, ok, fausse piste, c'est pas grave, peut-être on perd trop, il y a trop à perdre par rapport à ce qu'on peut y gagner. En tout cas, c'est raisonnable de se poser la question. Je ne dis pas que j'ai la réponse à cette question. Oui, on retiendra quand même que c'est peut-être pas mal de un peu s'arrêter et se poser la question, comme tu viens de le dire. Et je crois que cette idée, ça m'a fait penser, en t'écoutant tout à l'heure un petit peu, à des modalités qu'on a entendues dans l'édition du génome et tout ça, des genres de moratoire. Alors bon, j'aime pas trop le terme, il y a plein de choses qui... Mais c'est l'idée de pouvoir à un moment donné s'arrêter, faire un peu le point de la situation, faire une évaluation quand c'est possible. Ce que je crains dans ce que tu dis, Catherine, il y a aussi cette idée de qu'est-ce qu'on met en face, en fait, aujourd'hui. Quel est le modèle qu'on pourrait opposer à celui qui est en train de s'imposer à nous ? Parce qu'on ne le discute pas. Clairement, aujourd'hui, ce modèle s'impose à nous. Et on est tous en train de quand même, on essaye de réfléchir sur ça. Et quel est le modèle alternatif ? Même, tu vois, tu te lèves le matin, tu as une nouvelle proposition de règlement d'un truc que tu te dis, mais on va faire quoi avec ça ? Ou sur chaque mot, tu peux faire une thèse. Tellement c'est des nouveaux concepts, c'est des choses qui ne sont pas consensuelles. Donc, il y a vraiment, enfin pour moi, je suis très troublée par la question de l'effectivité, et notamment de l'effectivité du droit dans cet environnement. Donc, si on ajoute les problématiques et les questionnements qu'on a dans le champ social, dans le champ philosophique, on se rend bien compte que quand même on est tous dans un moment où on est en train de réfléchir quand même. Voilà. Mais quel modèle opposer ? Là, comme nous tous, je crois qu'on n'en a pas encore un tout près, quoi. Marc ? Oui, merci à toutes et tous pour ces interventions. J'avais une question à Nicolas, adressée à Nicolas. Donc merci pour cette présentation très stimulante. Tu as évoqué la prise de conscience des bioinformaticiens de la question de la sobriété. Et donc, ce que ça m'évoque, c'est que quand on discute des données, on discute essentiellement du caractère dématérialisé des données, c'est-à-dire ce qui peut être traité par la bioinformatique.
Mais il y a tout un plan aussi très matériel des données, hein, comment elles sont stockées, quelle est l'infrastructure qui permet de les stocker, qu'est-ce que ça coûte en termes énergétiques, qu'est-ce que ça coûte en termes d'empreinte carbone. Et donc ça, je n'ai pas eu le sentiment que c'était vraiment une question qui était abordée hein, dans le cadre du plan France Génomique ou des grands plans de séquençage. Qu'est-ce que ça coûte en termes énergétiques, le séquençage? Qu'est-ce que ça représente en termes de stockage? Qu'est-ce que ça représente en termes d'empreinte carbone? Est-ce que ça fait partie de programmes de recherche? Alors, je suis désolée, je ne l'ai pas battu, hein, mais en fait, dans le cas justement de l'évaluation des deux plateformes, donc dans le plan France Médecine Génomique, cette partie-là, donc combien ça coûte avec le stockage, ce sera valorisé. En revanche, l'empreinte carbone, hein, je pense que c'était quelque chose à quoi nous n'avions pas pensé, qu'on peut peut-être remettre, et merci, hein, parce que je sais que, donc, en revanche, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, nous avons un grand plan décarboner la santé. Et à partir de là, donc j'avais regardé un petit peu les indicateurs sur comment on mesure l'empreinte carbone de chaque acte de soin. Et en fait, il y en a un paquet pour lesquels c'est juste des ratios. Et le coût des ratios, vous vous dites, c'est pas gagné qu'un médicament qui coûte 1 centime, il est vraiment 1000 fois moins d'empreinte carbone qu'un médicament qui coûte 10 €, quoi. Et donc, je pense qu'on est un tout petit peu fragile sur certains outils. En revanche, c'est une très très bonne idée hein, de réfléchir à l'empreinte carbone, même avec des outils rustiques et de mettre ça dans le... Je vais annoncer ça aux copines, là, je vais être contente. Même effectivement de mettre ça dans les sujets, oui. Il y a des outils hein, qui sont développés actuellement par même des initiatives de chercheurs eux-mêmes hein, sur le calcul de leur propre empreinte carbone de leur recherche. Je prends un exemple, Labo 1.5, donc pour ceux que ça intéresse. Ils ont aussi, alors aucune idée de ce que fait exactement l'outil, mais ils proposent un outil aussi de calcul de l'empreinte carbone et des activités de recherche. Et il faut savoir que de toute manière, aujourd'hui, ça fait partie des grandes priorités, hein, cette problématique, notamment dans le cadre de développement de solutions numériques. On ne va pas pouvoir faire sans le calcul de qu'est-ce que ça coûte à la planète et qu'est-ce que ça coûte en termes d'empreinte carbone. Donc les financeurs vont le demandent déjà pour certains. Les organismes de recherche se dotent de politiques globales autour de la gestion de l'empreinte carbone, de leurs bâtiments, etc. Bon, donc je crois que c'est un sujet, à mon avis, où on ne pourra pas en faire l'économie dans des grands projets d'infrastructure tels que tu l'as dit, Marc. Alors on a la place pour une dernière question. Oui, pardon. Mais pardon. mais j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit, mais effectivement, il y a... Enfin, moi, j'ai pris l'exemple de ces bioinformaticiens qui, d'une certaine façon, ne constituent pas les jeux de données eux-mêmes, travaillent dans des projets plus larges, et donc eux sont vraiment sur la partie bioinfo, donc ils s'intéressent à l'impact des puissances de calcul. Mais évidemment, il y a tout un environnement matériel, et je crois que les sociologues qui sont ici dans la salle l'étudient, hein, où sont stockés les échantillons, comment, avec quelles techniques de stockage, et tout ça, c'est des... c'est des conditions matérielles qui font que ces technologies vont marcher ou ne vont pas marcher, ou vont constituer un poids plus ou moins lourd, plus ou moins acceptable. En tout cas, dans l'évaluation de l'impact des recherches, c'est un sujet pour les économistes qui parlent d'externalité, mais justement, à qui l'on délègue le soin d'assumer, d'absorber les conséquences et les retombées de ces recherches, peut-être le poids qu'elles pourront avoir, le poids des déchets, entre guillemets, qu'elles vont produire. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent pas aperçu dans nos discussions. Ouais, j'ai peut-être une dernière question sur l'altruisme, parce que c'est un terme qui est revenu hier, aujourd'hui, donc il est dans le Data Governance Act, etc. Quand on le lit dans le Data Governance Act, c'est pas forcément un terme qui est très bien défini. Il me semble que c'est un enjeu un peu alternatif entre des enjeux, disons, d'intérêt particulier ou commun, public, et puis des appels, disons, à des formes de dons de la part des individus. Et donc, j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment une réflexion
sur comment est-ce que, dans le cadre quand même d'actions publiques, il peut y avoir des infrastructures qui permettent de développer de l'altruisme, qui ne soit pas en fait une espèce de cache-misère sur des manières de motiver les individus à faire des dons. Oui, en fait, par exemple, au niveau européen, c'est pas le terme altruisme qui est utilisé, c'est surtout le terme de solidarité qui est utilisé, mais il repose essentiellement sur la confiance. Et il y a eu plusieurs exemples déjà, et notamment, on est en collaboration avec le NHS en Angleterre, où il y a eu une grosse crise, alors qu'ils avaient installé un climat de confiance quand il y a eu des découvertes de fuites, etc. Et donc, en fait, leur travail, c'est vraiment, et c'est le modèle qui est appliqué dans beaucoup de pays européens, c'est un modèle vraiment de solidarité plutôt que d'altruisme, mais encore, c'est la solidarité vraiment qui repose sur la confiance, avec une transparence et une communication constante avec des informations le plus précis possible. Mais je pense que les modèles de solidarité vont être assez différents selon les pays, parce que si on prend le modèle de solidarité française, il est difficilement exportable dans d'autres pays. Non, tout à fait. Mais justement, le modèle altruiste, il est aussi compliqué à implémenter ailleurs. Et dans un climat où, en fonction publique et l'État, on demande tout le temps un rendement assez important, même si c'est pour l'intérêt public, l'altruisme est difficilement justifiable quand on est sur des grands projets européens, et on préfère parler de solidarité plutôt que d'altruisme. Et tu as raison, en fait, le terme n'est pas complètement clair, notamment au regard de celui qu'on avait l'habitude d'entendre dans le cadre du don d'organes ou ce genre de choses. Donc, obligatoirement, on est dans un mécanisme un peu de comparaison, mais il y a des travaux quand même qui sont en cours, justement, sur la détermination des contours de cette notion d'altruisme dans le contexte de la donnée. Qu'est-ce que ça implique, tant sur le plan conceptuel que sur le plan institutionnel? Bon, voilà, c'est un objet d'étude actuellement, je pense. Ensuite, on verra bien comment les professionnels s'en saisissent et les structures s'en saisissent. Il y a une dimension très institutionnelle dans cet altruisme-là, tel qu'il est décrit dans les data. Alors, je m'excuse, je vous laisse avec Margot qui va finir la session pour moi. J'ai un train. Merci. Merci très bien, merci beaucoup. Margot va finir. Isabelle, vous laissez échapper. Alors moi, pour rajouter un mot sur l'altruisme, alors je ne l'ai pas beaucoup étudié dans le Data Governance Act, mais j'avais l'impression que c'était le gadget que l'on rajoutait et que ça tenait du gadget, et à voir dans la pratique ce qui va pouvoir être fait, on pourra en faire quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on s'éloigne de la notion que nous on a en France du don, mais à voir si ça tient du gadget ou de quelque chose qui peut être intéressant. Mais ça va alors se superposer, sauf si les plateformes elles-mêmes décident de... Voilà, c'est à voir. A-t-on le temps pour prendre des questions? Y avait-il des questions en ligne? Non, il n'y avait pas de questions en ligne. Nous étions donc tous très clairs. D'autres questions, des réflexions à partager? Non? Bon, eh bien, on va pouvoir peut-être laisser la main pour clôturer ces deux belles journées. Merci beaucoup pour votre attention pour cette session. Alors, juste quelques mots pour terminer, parce que Anne a dû prendre son train aussi pour la même destination qu'Emmanuel. Donc, évidemment, d'abord pour vous remercier. Après, il m'a semblé qu'on a tenu un petit peu ce double régime. Un régime pour présenter l'actualité de la génomique qui est en train d'évoluer à vive allure. Et puis, l'actualité des SHS qui viennent interroger cet avancement de la génomique et essayer d'ouvrir des temps de réflexion et parfois des temps de critique. Peut-être que ça sera intéressant justement de renforcer cette dimension réflexive des SHS sur la génomique pour les prochaines éditions. En tout cas, je pense que le travail sur les acteurs, sur les infrastructures et sur les concepts reste vraiment une urgence. C'est vrai qu'on est un petit peu happé par toute cette évolution rapide, réglementaire, technologique, etc. Mais en tout cas, ce qu'il me semble avoir retenu, moi, de ces jours,
journée, c'est cette importance aussi de prendre le temps d'interroger tous ces concepts qui sont censés orienter les choix, mais qui sont loin d'être évidents. Voilà, en tout cas, merci à tous et toutes. Merci à ceux qui étaient en ligne. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Lucie, qui est peut-être partie aussi. Non, elle est là, excuse-moi. Voilà. Et bon retour à tous. Et donc, rendez-vous l'année prochaine, sans doute à Toulouse. Et voilà, donc on sera ravis de se retrouver pour essayer de continuer à réfléchir sur cette actualité de la génomique.